Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ai toujours été contemporain de la Shoah. Cette obsession m'a empêché d'avoir une vie normale. Je me suis entièrement consacré aux suppliciés. Mes lectures et mes conversations se rapportaient toujours à la Shoah. Chaim Kaliski, auteur de Jim d'Etterbe, qui paraît à la 5e couche. Et on en parle avec William N. Il est l'invité de LCR ce soir. Au revoir mon père. Au revoir mon père. Au revoir mon père. Au Au revoir mon père. Au revoir mon père. Au revoir les enfants. À bientôt. Au revoir mon père. 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 Bonnet, Négus et Dupré sont morts à Auschwitz. Le père Jean au camp de Mauthausen. Le collège a rouvert ses portes en octobre 1944. Plus de 40 ans ont passé, mais jusqu'à ma mort, je me rappellerai chaque seconde de ce matin de janvier. Voilà, ça c'est la fin évidemment de revoir les enfants de Louis Malle. Puis il y a le générique qui arrive, il faut absolument voir ou revoir ce film. Bonsoir William. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Surtout en ce moment, on va parler de Chaim Kaliski, de son travail de mémoriel graphique, enfin, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Moi je me disais juste par rapport à l'actualité du moment, on se demande un petit peu ce qu'il penserait aujourd'hui, Chaim, de la montée de l'extrême droite, de l'antisémitisme qui monte également en France, mais aussi en Belgique récemment. Alors, pour avoir lu toute son œuvre, qui représente des milliers de planches, c'est quelqu'un qui a toujours un regard plutôt humaniste sur toutes ces situations, y compris par rapport à sa situation en termes communautaires, puisqu'il est juif. Même quand il parle, par exemple, du conflit israélo-palestinien, il a une vision extrêmement humaniste. Ouais. Et, même si tout a changé, parce qu'au début, il parlait de la Palestine. À cette époque-là, je veux dire, on parlait de la Palestine, et puis il y a eu un changement, effectivement. Bon. Voilà, mais même, il commente parfois dans ses planches ce qui se passe depuis 50 ans, au moment où lui en parle dans les années 90. Ouais. Et il a ce regard vraiment très... humaniste. Oui. Ouais. Il a toujours eu ça. C'est quelque part inné chez lui. Alors, je le connais évidemment que à travers ses planches. Ouais, comme beaucoup. Il est décédé en 2015, je ne l'ai pas connu. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai connu grâce à l'exposition qui a été mise en place en 2017. Au musée juif. Alors, c'était d'abord au Mémorial de la Shoah à Paris. Juste, ouais. Grâce à Didier Passamonique et Joël Kotek. Oui. Qui est une exposition qui a ensuite été montrée à la caserne d'Aussin, à Malines. Ouais. Je ne l'avais pas vu à Paris, mais je vois à un moment donné une séquence YouTube où Didier Passamonique fait une visite guidée de l'exposition à Paris. Mm-hmm. Et à un moment donné, on arrive sur les planches de Kaliski. Et là, ça attire mon regard. Je me procure le catalogue. Et puis, je rattrape l'exposition à Malines. Et j'ai contacté les deux commissaires de l'exposition pour savoir comment pouvoir éditer ce travail qui n'avait jamais fait l'objet que d'une petite édition en 99. C'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est tellement précieux. Je veux dire, c'est tellement précieux sur la vie effectivement des Juifs à Bruxelles. Et quand je dis la vie, c'est vraiment ce que dans toutes ces périodes extrêmement difficiles, extrêmement noires, il n'y avait pas grand-chose à part l'historien Maxime Steiner
millénaire, je crois, Absolument. à partir de 1980, mais jusque-là, c'était un peu inconnu. Là, on a montré un film français, en France, on en a parlé beaucoup, mais à Bruxelles, pas trop. Pourquoi, à votre avis ? Ça, j'en ai aucune idée. Mais par contre, le travail de Kaliski était quand même montré. Il n'était pas édité, mais il se retrouvait quand même dans plusieurs musées, dont celui de Le Lame, par exemple, à Villeneuve-d'Ascq, le musée du Dr Guillain à Gand, et ici le musée juif à Bruxelles. Mais le fait de l'éditer, et c'est à la 5e couche, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, le fait de l'éditer, c'est un objet qu'on trouve dans les librairies, qu'on peut offrir, entre guillemets, qu'on peut lire et qu'on peut parcourir et revoir. C'est différent d'une expo, c'est ça toute la force aussi de l'édition. C'est clair, là vraiment on aura toute cette matière sous les yeux. Alors, c'est un premier volume. C'est plus autobiographique là. Voilà, si là on s'est vraiment centré sur Bruxelles pendant l'occupation et sur sa situation, lui, Kaliski, d'enfant caché. Mais il étend le champ de... Voilà. Ça déborde sur l'avant-guerre, notamment. Il parle du quotidien de l'avant-guerre, juste du quartier avant, juif d'Anderlecht, Kuregem, etc. Autour des gares, essentiellement la gare du Midi, mais la gare du Nord aussi un petit peu. Voilà. Et puis après, on passe par toutes les communes de Bruxelles, puisqu'il détaille un peu tout ce qui s'est passé, à savoir, déjà, donc l'occupation elle-même, le port de l'Étoile, et puis après les rafles, et le départ vers Malines. Et puis voilà, il y aura d'autres ouvrages, mais qui se centreront sur d'autres aspects de son œuvre. Il ne parle pas trop de sa famille, mais il parle de son père, évidemment, puisque son père, effectivement, a été pris dans une rafle emportée. Oui, c'est ça, en février 1944. Et assassiné, oui. Il est pris, et on suppose qu'il est décédé en décembre 1944 ou janvier 1945 à Auschwitz, en tout cas, dans tous les cas. Et ça, c'est quelque chose qui va l'obséder. Je disais un petit extrait de ce qu'il avait dit dans une interview, une rencontre, qu'il était obsédé par la Shoah. C'est notamment à cause de l'assassinat de son père. Ouais, on a l'impression que la vie s'est arrêtée à ce moment-là, et que c'est quelque chose qui va l'occuper toute sa vie. Ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est qu'il a commencé à dessiner seulement à partir de 60 ans. Ouais. Donc pendant toutes ces années, il a énormément lu, il a une énorme culture en termes historiques, parce qu'il s'est penché sur beaucoup plus de sujets que ça, évidemment. Mais sa sœur, qui est peintre, qui s'appelle Sarah Kaliski, le pousse à dessiner. Oui, c'est ça, elle l'encourage. Et à 60 ans, il commence à travailler il va dessiner plus ou moins jusqu'en 2014, jusqu'à un an avant sa mort. Et c'est là où il va vraiment dessiner des milliers de planches. Il a une certaine culture bande dessinée qui est celle de la culture franco-belge, Tintin, Spirou et toute une série d'autres, qui fait tondu. Et ça, on le sent, parce qu'en même temps, la plupart de ces planches sont en noir et blanc, et c'est vraiment le canson C à grain avec de l'encre de Chine et une plume vraiment traditionnelle. On sent l'influence de la bande dessinée franco-belge. Oui, voilà. Il a ça. Après, il a une façon très très à lui de faire de la bande dessinée. C'est pas véritablement des séquences, mais parce qu'il y a une façon de disposer les dessins un peu comme sa sœur qui est peintre, de façon un peu éclatée sur ses planches. Il n'y a pas vraiment de cases. Il n'y a pas vraiment non plus de séquence d'une planche à l'autre, mais par contre, il y a toute une série de motifs répétitifs. C'est-à-dire qu'il met en scène régulièrement des personnes qui se croisent dans la rue, qui se donnent des nouvelles à la fois de ce qui se passe à Bruxelles, mais de ce qu'ils apprennent aussi de la guerre, par ailleurs. Les traîtres aussi. Il y a le traître qui revient, qui a dénoncé toute une série de familles à Bruxelles. Il y a aussi les rafles qui deviennent vraiment des motifs répétitifs. À un moment donné, il y a la fameuse rafle du 3 septembre, où là, on passe par toutes les communes de Bruxelles. C'est ça. Oui. 42, il y a une foule de détails, parce qu'il est d'une précision. Ça a l'air comme ça un peu, mais quand on regarde les planches, quand on parcourt ce livre, il y a une foule de détails minutieux. Il est très précis, en fait. Et il y a aussi, effectivement, il y a toutes les chansons et les films dont il se rappelle, qui passaient à l'époque, à ce moment-là. Et il a aussi une drôle de façon de faire, c'est qu'il y a évidemment la date du dessin, et puis il y a aussi la date de ce qu'il est en train d'illustrer. Donc il donne généralement le mois et l'année, et parfois le jour. Et c'est étonnant parce que pendant cette quinzaine d'années où il a dessiné ça, en revenant régulièrement sur ce sujet-là, sur Bruxelles, pendant l'occupation, il n'a pas fait tout ça dans l'ordre chronologique. Donc ça, c'est finalement le choix que nous avons fait au moment de la sélection pour le livre. On s'est dit, on va rétablir une chronologie vraiment des faits.
sinon, mais ça quand on partait regarde, dans tous les sens. voilà, Ouais. quand on regarde les dates en toute sa signature, on passe de 89 à 93, puis 2002. Ouais. En plus, il s'intéresse à plein de choses. C'est un boulimique d'infos, comme on dirait maintenant, le génocide arménien, l'histoire de la Thaïlande. Enfin, Oui, ça, dans son œuvre, il passer en revue toute l'histoire de l'humanité, parce qu'il monte parfois jusqu'à l'Antiquité. Donc j'ai réuni à peu près 5600 planches, je crois. Et c'était où ces planches Ah oui, William? ça c'était étonnant. Donc on contacte la famille. Ouais. Et on nous amène dans un atelier à Forêt où il y a quelques tableaux de Sarah Kaliski, mais il y a essentiellement toute une série de caisses en plastique avec des milliers de planches. Et à ce moment-là, tout ça n'a pas encore été archivé. Ouais. Et donc, comme on ne savait pas par quel bout prendre, on s'est dit, on va tout scanner. Donc j'ai scanné comme ça en un an 5000 planches. Tout ça n'avait pas été exposé dans les expos dont vous avez parlé. Il y a eu certaines étaient exposées. Et puis après, on a contacté aussi les musées pour qu'ils nous envoient leurs planches. Et alors par contre, le musée juif à Bruxelles, ils n'avaient pas encore scanné eux. Ouais. Donc moi j'ai pris mon scanner. C'est vous qui avez scanné. Je suis arrivé dans leur bureau pour scanner ce qui n'avait pas encore été scanné. Un petit peu comme on dit. Voilà. Quel travail quand même, et tout ça est dans ce livre. Donc c'est un premier tome, il y en aura. Oui, il y aura 3 autres. Chaque fois en juin. Voilà. Fascinant sur toute une période qu'on connaît très peu et qui est illustrée par Jim, celui qu'on appelait Jim. Très rapidement, coup de cœur, Marcel Nadjari. Alors Sonderkommando. En fait, c'est un livre que je lis pour la 3e fois. Ouais. Je me l'étais procuré en grec, parce qu'il était paru en 91 en grec, et je m'étais bricolé une traduction absolument illisible. Et puis, on m'a envoyé, il y a 3 ans, une traduction en anglais, mais qui était aussi erronée. Et là, j'ai appris récemment qu'il était sorti en français l'année passée. D'accord. Donc, je me suis procuré. Donc, Marcel Nadjari est un prisonnier de Birkenau qui a été enrôlé dans ce qu'on appelle le Sonderkommando, qui est donc les prisonniers juifs chargés de la crémation des corps. Et il avait enterré un manuscrit dans le sol de Birkenau à ce moment-là. Et puis, après la guerre, il a écrit ses mémoires, de toute cette expérience en tout cas, et donc c'est publié en français. Chez Signes et Balises. D'accord, on a bien vu à l'écran la couverture. Moi, je montre celle-ci. Il y a aussi des textes, notamment Joël Cotet. Oui, il y a une introduction de Passamonique et de Joël Cotet, effectivement. Merci beaucoup, c'est à la 5e couche. Merci William. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.